J'invite qui veut à venir avec moi remettre des maillots à une équipe. Et des gamins, ils sont comme des dingues. Ils ont un maillot avec un sponsor qui pourrait passer à la télé. On a des joueurs qui sont venus parce qu'on avait ces maillots, parce qu'ils les trouvent canons. Bienvenue sur Tout un sport. Record du monde, Michael Phelps qui est en train d'écrire l'histoire. Vous l'avez fait les garçons. Vous êtes des géants. C'est la dernière mêlée. Allez, on touche. La libération est là. L'équipe de France est championne du monde. Et l'équipe de France championne olympique. Tommy Reiser. Oui, champion. Bienvenue sur Tout un sport, le podcast qui parle de tous les sports et de tout ce qui tourne autour du sport. Tout un sport, c'est un épisode sport chaque vendredi matin sur votre plateforme d'écoute préférée. Avant de démarrer l'épisode, je voudrais remercier SSM Academy, notre partenaire sur ce podcast. Il propose des formations pour accompagner les sportifs et sportifs de haut niveau à développer leur image. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, pour vivre le sport chaque jour. Allez, place à l'épisode, bonne écoute à vous. Et bien donc, dans Tout un sport, aujourd'hui, je suis avec Guillaume Sarfati. Bonjour Guillaume. Bonjour Fred. Guillaume qui nous fait l'honneur de venir de Marseille juste pour le podcast. Non, c'est parce qu'il vient bosser aussi un peu à Paris de temps en temps, mais en tout cas, il est venu de Marseille, donc et tu nous apportes la pluie plus que le soleil. C'est pas possible. Ouais, de toute non. façon. Bah non, ça marche pas, ça rentre pas dans les bagages. Donc Guillaume, que j'ai rencontré sur LinkedIn, une fois n'est pas coutume, et qui a une entreprise qui agit pour le sport amateur, et c'est ce que je voulais vraiment mettre en avant dans le podcast aussi. C'est pas que parler du sport de haut niveau. Quand on agit et qu'on fait en sorte de créer tout un écosystème autour du sport, moi ça m'intéresse et il va nous expliquer comment ça fonctionne. Mais avant de nous expliquer tout ça, on va démarrer par le classique portrait chinois, et donc on va démarrer par le premier point du portrait chinois. Si je te dis un lieu. Ouais, spontanément, je vais te répondre. Tu l'as très bien introduit, mais je vais répondre Marseille, évidemment. Marseille. J'ai vécu 8 ans ici à Paris. Donc, je viens de Toulon à la base. Donc, redescendre à Marseille, c'était un peu un goal life. Et ouais, c'est un lieu incroyable. Aussi magnifique que détestable. Donc, non, Marseille direct. Ok, d'accord, Marseille. Si je te demande un plaisir gourmand, plutôt sucré, plutôt salé? Je suis tellement gourmand que je peux incapable de répondre entre salé et sucré, mais petite tendance pour la raclette quand même. J'ai épousé une haut savoyarde, donc ouais. Ils sont partout, hein. Franchement, dans le podcast, à chaque fois, plaisir gourmand, il y a du fromage fondu partout, et à chaque fois, il y a un lien avec la Haute-Savoie. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont forts. Ils sont forts. La troisième, si je te parle d'une passion et ou d'un passe-temps, parce que ça peut des fois être différent. J'ai une passion qui, par manque de temps, a un peu disparu. À la base, je suis un vrai passionné de théâtre. Mais je dirais que mon passe-temps, depuis 1 an et quelques mois, c'est plutôt mon fils. Donc, ouais, on va dire le mot passe-temps est plutôt bien trouvé pour les heures passées, notamment la nuit. Donc, ouais, c'est à peu près 90% de mon cerveau en ce moment, cette petite bestiole. Ok, ils sont petits, mais ils sont forts. Hein, ouais, il n'y a pas de problème là-dessus. Et le dernier, si je te parle d'une personne ou d'une personnalité qui t'inspire, que tu admires ou qui t'a aidé? En réalité, j'ai 2 personnalités quand on parle un peu business et compagnie, que j'aime beaucoup. C'est des gens qui ne viennent pas du tout, c'est ni des entrepreneurs ni quoi que ce soit, enfin en quelque sorte. C'est Franck Hanès, le fondateur de Sopress, qui fait un travail absolument extraordinaire dans la presse, qui n'est pas trop la tendance du moment, et Alexis Michalik dans le théâtre, un metteur en scène absolument exceptionnel. Et ce que j'aime, et le point en commun qu'ils ont tous les deux, c'est de réussir à faire du neuf avec quelque chose qu'on pensait mort, réussir à faire des pièces de théâtre aussi incroyables, réussir à faire des magazines comme SoPress, SoFoot, qui fonctionnent aussi bien dans un moment où on est à l'ère du numérique, on va tous regarder Netflix et regarder du contenu en ligne. Je trouve que ces 2 personnes ont ce point en commun de réussir à faire ça, et moi j'admire beaucoup ça, et on va en parler après, mais en quelque sorte c'est un peu aussi ce qu'on fait, puisque comme je l'ai dit, à l'heure du digital, 100% digital, le programmatique et compagnie,
mettre des logos sur des maillots, c'est c'est vieux comme le monde. Vieux comme le monde. Et voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ces deux profils. Ok, super. Vu qu'on est dans tout un sport, j'aimerais te demander quel est ton premier souvenir sport marquant. Alors ça va faire hyper cliché, mais je suis né en 86, donc malheureusement je peux pas trop répondre 93, ce serait faux, non, c'est vraiment 98, mon premier souvenir marquant où je suis sorti dans la rue je fêtais ça avec mes parents. Mon père avait une voiture avec un toit ouvrant, pour te dire, je m'en rappelle, et on était allé klaxonner dans la rue, j'étais sur le toit ouvrant, j'étais comme un dingue, donc ouais, c'est mon premier souvenir, évidemment. Okay. J'aurais préféré répondre 93 quand même, mais malheureusement, ce serait faux, ce serait mentir. On est d'accord, c'est bien d'être honnête. Quel est, vu qu'encore une fois, tout un sport, on est vraiment autour de ce sujet, toi, vis-à-vis du sport, c'est quoi ta relation avec le sport ? Je suis un gros spectateur. Mais alors pas du tout un pratiquant. Non, en fait, moi je suis un passionné par l'entertainment de manière générale. On en parlera après, mais j'ai travaillé chez Deezer, donc travailler dans la musique, c'était vraiment un aboutissement presque en soi. J'aime tout ce qui va réunir des gens. J'aime la ferveur que va créer le foot, le hand, le rugby. J'aime la passion que va déclencher un concert d'une star. J'aime l'énergie qu'il peut y avoir sur un festival. En fait, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment le côté entertainment que j'adore parce qu'il y a des gens qui sont réunis autour d'une même folie et c'est ça qui m'intéresse vraiment. En tant que, honnêtement, je suis vraiment pas un sportif. Moi, je suis plus sport de glisse que sport quoi que ce soit. Je me suis mis un peu au vélo. Au bout d'un an, je me suis pété une clavicule. Donc, franchement, je suis pas un sportif du tout. Enfin, le sport t'a rejeté en fait. Ouais, le sport m'envoie des messages, alors que la raclette m'envoie pas les mêmes messages. Donc, j'ai choisi mon camp, quoi. Voilà. Bon choix. Il faut pas forcer le destin. Le destin te dit ce qu'il doit faire. Alors, l'idée là, c'est de partager ton parcours, vu qu'on est dans tout un sport. Allez, vas-y, on se serait attardé sur pas mal de sujets et tu nous parleras quand même de ce que tu as fait chez Deezer, puisque ça a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui forcément en tant qu'entrepreneur dans le sport. Mais on va s'attarder un petit peu plus sur les expériences où il y a un petit lien avec le sport ou un lien avec en tout cas l'activité aujourd'hui. Donc explique-nous quel est ton parcours et puis à la fin on arrivera sur Act for Sport et tu nous expliqueras ce que fait Act for Sport pour que les uns et les autres sachent comment tu agis dans le sport amateur. Très bien. Écoute, moi j'ai démarré pas très loin d'ici. J'ai démarré à Boulogne-Billancourt chez Fuse où je faisais une agence qui est spécialisée dans le brand content. Alors moi je connaissais pas grand chose au milieu de la publicité, mais j'avais ce rêve un peu bizarre, mais je voulais absolument bosser dans la com. Je sais pas si c'est 99 francs qui m'a brainé ou j'en sais rien, mais en tout cas voilà, je voulais bosser en agence, je savais pas quels étaient les métiers de ces agences, tout, et puis quand j'ai commencé à passer des entretiens chez Fuse et que je voyais que ça faisait des projets avec des films, avec des événements, des stunts et tout, je me disais mais c'est génial, j'ai envie d'en être en fait, j'ai envie de faire partie de ça. Et quand tu dis brand content, il y en a peut-être qui maîtriseront pas ce que ça veut dire derrière. Comment tu l'expliquerais ? Toutes les activations de marque, en fait, comment faire en sorte qu'une marque prenne la parole d'une autre manière que la publicité. D'accord. Alors j'ai pour habitude, j'enseigne un petit peu le brand content justement, j'ai pour l'habitude de donner en introduction le meilleur exemple du monde, c'est Red Bull. Red Bull, vous voyez très peu, alors ils font un petit peu de publicité avec les fameux dessins animés, donc là c'est la publicité qu'on va acheter, mais pour créer du contenu ils vont faire des événements assez exceptionnels. Le meilleur exemple c'est Philippe Baumgartner qui monte dans la stratosphère, un projet à 50 millions d'euros pour faire le saut le plus haut du monde, sponsorisé par Red Bull. Celui qui n'a pas vu que c'était Red Bull est aveugle, c'est pas possible. Et je pense pas trop me tromper, mais je crois que les retombées médiatiques sont aux alentours de 700 millions d'euros estimés. Donc en fait, le brand content, c'est ça, c'est créer des choses suffisamment intéressantes pour faire en sorte qu'on s'y intéresse naturellement. Et moi, j'adore ça parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus nul que les choses qui nous sont imposées par les marques et qu'on n'a pas envie de voir. Les publicités, venez découvrir notre nouvelle voiture. C'est un peu c'est bon, on l'a vu. Par contre, venez découvrir toutes les aventures qu'on va pouvoir faire dans cette voiture. On a mis en situation cette voiture dans un festival. On a des choses comme ça qui vont permettre de dire on va créer du contenu qui va intéresser. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, au lieu d'essayer d'imposer par un format une publicité à quelqu'un, on va lui proposer quelque chose qui va l'intéresser.
Et du coup, naturellement, il va le regarder, il va être exposé à la marque. Donc ça reste de la publicité. Pour ceux qui Bien n'aiment- sûr. Pour ceux qui n'aiment pas la publicité, je fais partie de ces méchants. Mais j'essaie de faire de la publicité qui soit intéressante. En tout cas, de se dire que c'est les personnes qui, par elles-mêmes, vont venir la voir parce qu'elles y trouvent un intérêt. Donc, c'est forcer les marques à leur dire faites des choses cool, en fait. Parce qu'il y a tellement de belles histoires à raconter que voilà. Donc, c'est ça le brand content. Je l'ai découvert, je peux en parler aujourd'hui parce que ça fait une dizaine d'années que je fais ça, mais je l'ai découvert quand je suis arrivé chez Fuse et j'étais bien incapable de raconter ce que c'était. Et du coup, ensuite, j'ai fait 3-4 ans là-bas, je sais plus. Et je suis parti chez Deezer. Où j'ai eu l'opportunité de faire vraiment de créer toute l'offre brand content. En fait, le brand content chez Deezer était exploité en fonction des possibilités commerciales et on en a créé un vrai produit où on s'est dit mais en fait il faut vraiment aller le commercialiser, vraiment expliquer. Et puis pour revenir sur l'explication, qu'est-ce que c'est que du brand content chez Deezer? Je prends un exemple très simple. On avait eu la nouvelle Volkswagen Touran qui était commercialisé et il nous avait donné un brief et donc du coup on a créé la playlist qui met tout le monde d'accord dans la voiture puisque c'est un véhicule familial et que la deuxième raison de dispute dans une voiture c'est le choix de la musique dans une voiture familiale. Donc du coup on a créé une playlist où on dit qui est dans la voiture, quelle est l'humeur, combien de temps de trajet on part et puis on va créer une playlist. S'il y a un ado, un enfant et les parents, on va créer de la musique pour les parents. Il y aura de la musique pour les parents, il y aura un podcast pour l'enfant, il y aura de la musique pour l'ado. Et du coup, tout le monde sera d'accord puisqu'au fur et à mesure, on va passer par les envies et les goûts de chacun de la famille. Donc c'est ça le brand content, c'est créer des contenus qui sont intéressants potentiellement et ça peut passer par des formats interactifs comme la génération de playlist. On avait transformé une Ford Fiesta en studio de musique où on avait fait venir des artistes qui venaient enregistrer sur leur lieu d'enfance où ils nous racontaient un peu leur vie et compagnie. Donc voilà, c'est créer du contenu qui va intéresser les fans et ce genre de choses. Ok. Et entre deux, tu as aussi une expérience chez Amaury Sport Organisation? Ouais, Si alors ça c'est étudiant plutôt, Ouais. c'est-à-dire que quand j'étais... Mais ça a un rapport avec à la fin de l'histoire, puisqu'effectivement j'ai travaillé chez Amaury sur le Tour de France, au merch, on vendait des t-shirts, le kit officiel du Tour de France, je pourrais m'y remettre avec un micro en plus. Et c'est 5 étés absolument géniaux, enfin vraiment j'encourage... toutes et tous à postuler parce que c'est tellement énorme comme boulot d'été que franchement c'est fantastique. Et effectivement, j'ai un retour d'une autre personne qui a fait ça un été qui m'a dit la même chose que toi. Donc, ouais, c'est génial, c'est une colonie de vacances Ouais. où vous êtes payé, donc il faut pas hésiter, il faut y aller C'est cool. vraiment. Et la petite parenthèse, c'est qu'Amaury Sport Organisation, c'est le Tour de France, mais c'est aussi l'équipe et c'est aussi plein d'autres organisations, le Marathon de Paris et ainsi de suite. Enfin bon, bref, il y en a plein quoi. Donc, exactement, le Dakar, ouais, ils c'est font ça. un paquet de choses. Ouais. Et c'est là que j'ai rencontré Michael Bard, qui est devenu mon associé. D'accord. Ok. En fait, voilà, donc tout est lié, puisqu'en fait, lui et après, on s'est un peu quitté, et puis on s'est retrouvé où moi j'ai étudié à Atlanta. D'accord. Lui, il a étudié en Floride, donc on s'est retrouvés, on se voyait un petit peu là-bas. Il est rentré en France, il a créé une boîte qui historiquement s'appelait La Centrale du Sport. D'accord. Et dans laquelle moi j'avais investi, et il me disait les clubs de sport amateurs sont en train d'avoir de gros problèmes financiers, vraiment un besoin de renouveler leur modèle économique qui représente pas grand chose pour être suffisamment intéressant pour les entreprises et s'y pencher dessus, on va dire. Moi de mon côté, j'avais cette vision où depuis toujours, on m'avait toujours parlé en meeting avec mes clients ou avec les annonceurs que je suivais en agence ou en régie. Cette volonté de faire de la proximité, du local, de l'engagement, de créer un vrai contact avec l'humain en fait, pas juste, effectivement, je reviens à ce que je disais sur le digital, pas juste derrière un écran, mais vraiment créer un engagement et créer une conversation. Et lui il me disait ça en parallèle sur le besoin des clubs de sport amateurs, et puis je me suis dit, mais si demain on est capable de proposer à une marque de venir sponsoriser des centaines de clubs en leur offrant des équipements sportifs, donc ça va les alléger financièrement et leur permettre de mettre l'argent ailleurs en fait, puisqu'ils n'auront pas à acheter leurs équipements de match. En parallèle de ça, les marques vont avoir une histoire absolument incroyable à raconter, qui est dans l'air du temps, parce que c'était avant le Covid, mais parler de faire du bien à la société, c'est quand même la tendance du moment, et je pense que c'est même pas une tendance, et je pense que c'est un besoin structurel de la société que d'impliquer les marques dans le quotidien des gens. Et donc du coup, de ce petit double constat qu'on s'est fait autour d'une bière,
rapidement, l'idée a grandi. Puis au début, je leur ai dit, allez-y, faites-le, ça me fait plaisir. Et lui, juste une question, lui, quand il fait la centrale du sport, c'est dans ce schéma-là ou c'est un autre? Non, pas du tout. À la base, lui, il crée la centrale du sport. C'est une marketplace pour les clubs de sport amateurs. D'accord. C'était déjà 2 ans après la création de la centrale du sport et on avait pas du tout cette idée en tête au départ. Après, il y a eu des petites briques, des marques qui sont venues, Justin Bridou, Crédit Agricole, qui sont venus pour commander des équipements dans le cadre d'opérations qui commençaient un peu à être les prémices, on va dire, de ce genre de choses. Ouais. On était très très loin de la dimension que je vais te raconter après, mais il y avait effectivement des petits débuts d'étincelles, on va dire, où on se disait, ah ouais, ok, il y a quand même des marques qui s'y intéressent. Donc il y a un truc, et j'ai été... je sais pas si je suis un entrepreneur dans l'âme, mais en tout cas, je savais que ça fonctionnerait à la seule et unique condition que ce soit clé en main pour les annonceurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi voir que soutenir le sport amateur, c'est hyper chronophage. Demain, vous proposez à une marque d'aller soutenir 500 clubs en France. Il faut aller les chercher, il faut leur trouver leur taille, leur truc. C'est une usine à gaz. Donc on fait un peu l'usine à gaz grâce à notre techno, on fait un peu l'usine à gaz pour les autres. Et ton associé, de l'époque, lui, il avait un pied marqué dans le sport amateur ou c'est juste qu'il aimait le sport et puis point Lui, c'est un gros... je crois qu'il fait karatéka. Mon autre associé, Adrien, lui, il est gros footballeur. D'accord. Kevin, notre associé, est très gros footballeur aussi. Okay. L'un était chez Intersport, l'autre était chez Nike, l'autre était chez Adidas. Ok. Ouais. Non, il y avait... Je suis vraiment le seul à... Mais bon, heureusement que je suis le seul, parce que sinon, effectivement, on aurait quand même un petit problème de crédibilité au bout d'un moment. C'est clair, on est d'accord. Et donc là, quand vous commencez à discuter de tout ça, comment vient l'idée de l'organisation un peu de la boîte parce que toi, au moment où vous parlez de ça, tu es toujours chez Deezer? Ouais, on commence à avoir les réflexions sur mes derniers mois chez Deezer et où en fait moi j'étais absolument pas pour l'idée de devenir entrepreneur et de gérer une boîte. Vraiment ça m'intéressait pas, j'étais bien au chaud avec un boulot plutôt passionnant et plein de choses encore à faire chez Deezer. Après, en toute transparence, moi il y a eu des choses qui m'ont aussi déçu un peu dans la direction que j'avais à l'époque, qui avait pas beaucoup d'ambition. Et là, on avait un projet hyper ambitieux. Et donc du coup, c'est là où j'ai rejoint l'aventure. Mais du coup, le fond de ta question, c'est le format quand je suis arrivé. En fait, l'idée, c'était aussi de savoir, toi qui aime le sport mais qui n'en fait pas une passion en tant que c'est le côté challenge qui t'a amené au truc. Oui, et puis l'opportunité économique, je sentais qu'il y avait quelque chose à aller chercher aussi. Enfin, en fait, il y avait deux choses. C'est cette volonté, je pense qu'on est tous passés par là un peu, on devient trentenaire, on a fait de la com, on a fait des trucs cool. Et puis, on a envie un peu de mettre du sens dans sa vie. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que la seule chose que je sois bien capable de faire, c'est vendre de la pub, en fait. C'est simple comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, si j'arrivais à vendre de la pub qui avait du sens, ce serait vraiment génial. Et donc là, on a senti qu'il y avait une opportunité économique, parce que personne ne se lance sans opportunité économique. Et puis, en plus de ça, l'opportunité de faire quelque chose de cool qui a du sens. Et en fait, là, vraiment, je me suis dit, mais en fait, il faut... Arrête, c'est pas grave, tu te planteras et tu recommenceras. Je m'étais planté déjà dans la vie, j'avais planté une première boîte, des chaussures. À un moment, j'ai voulu me lancer dans les laveries automatiques. Enfin bon, bref, il m'est passé des milliards d'idées par la tête. Mais celle-là, vraiment, je m'étais dit que ça valait le coup d'y aller. Parce que même si ça plantait, ça partait d'une si bonne volonté qui était plutôt cool, quoi, de se dire, on va aider un écosystème associatif qui est ultra nécessaire. Il y a des bénévoles dans ces gens-là, c'est génial. Et en plus de ça, on va créer un modèle publicitaire. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le rétro, en fait, on fait partie, alors on n'est pas énorme non plus, mais on fait partie un petit peu d'un écosystème publicitaire. On fonctionne et on est des associations. C'est cool. C'est plutôt pas mal. Et il y avait un côté aventure collective, pardon, tu vois le lapsus, aventure collective qui te plaisait, le fait que vous soyez plusieurs associés comme ça. Je serais jamais parti seul. Ouais, okay. Je serais jamais parti seul. J'en aurais été pas incapable, mais pas envie, quoi. Ouais. Ah non, j'avais besoin de m'entourer des meilleurs. Et je pense que de toute façon, c'est essentiel dans ces moments-là. C'est savoir connaître ses points forts, mais il faut connaître ses faiblesses. Il faut savoir, s'entourer de ceux qui peuvent combler ces faiblesses-là. Et on a des profils. Mais la complémentarité incarnée en fait avec mes associés, donc c'est ça qui est génial. C'est top. Et donc, allez,
Explique-nous ce que c'est Act for Sport. Alors, Act for Sport, c'est un moyen pour les marques nationales et internationales de soutenir le sport amateur. Alors, comment est-ce qu'ils vont le soutenir ? Ils vont le soutenir en leur offrant des équipements sportifs de matchs majoritairement, de compétition quand on parle d'autres sports que les matchs, comme par exemple le cyclisme. Oui. Et donc, on va offrir comme ça des équipements au club. L'ambition étant de permettre au club de garder le même budget que la saison précédente, mais sans avoir à acheter ces équipements de match. Okay. C'est la raison pour laquelle aussi on autorise d'autres sponsors locaux à venir se mettre sur les équipements s'ils le souhaitent. Ça, on va dire que c'est plutôt pour le côté grand public, pour le côté association sportive et compagnie. Maintenant, pour le côté marque, c'est un projet qui est beaucoup plus profond, qui répond en fait aux enjeux des marques, et c'est là où il fallait que j'intervienne sur l'aspect publicitaire et pas sur l'aspect sport. Les marques ne seraient jamais venues si ça avait été un, complexe, et deux, pas complet en termes de médiatisation. Donc on a articulé l'offre autour de 3 grands médias. D'abord le digital, où la marque va venir, on va créer un site, et puis la marque va venir dire pourquoi et ce qu'elle va faire. Je suis Unibet, je viens au cœur du football amateur soutenir 300 clubs de football. Inscrivez-vous pour tenter de faire partie de ces clubs-là. Et si vous gagnez, vous remporterez des kits maillots, shorts, chaussettes de Adidas en l'occurrence, floqué Unibet sur le maillot, dans la couleur de votre club, avec le logo de votre club, les tailles que vous voulez, les numéros dans le logo que vous voulez. Hyper important de garder en tête qu'on doit répondre absolument aux besoins du club si on veut que ça fonctionne. Okay. Donc, nous, l'annonceur va proposer ça. Il va aussi proposer des équipements pour les bénévoles. Et sur ce site-là, il va annoncer tout ça. On va générer une médiatisation autour de ce site pour créer un trafic sur le site pour s'assurer que ce trafic soit le plus qualifié possible. Des bénévoles, des présidents de club, des responsables d'achat, des joueurs aussi, des joueuses qui vont pouvoir venir passer le mot à leur président. Et ils vont inscrire leur club. Ici, on met en place une technologie qui nous permet de détecter ce qu'on appelle, nous, le power user au sein du club, c'est-à-dire la personne en charge des équipements, pour s'assurer, qu'il n'y a pas un sponsor concurrent qui est déjà présent et qui bloquerait totalement l'opération. 2, qui ne sont pas en exclusivité avec Nike alors que l'opération est en Adidas, par exemple. Et plein de petites choses comme ça qui nous permettent d'avoir une inscription ultra qualifiée à la fin de l'opération. Enfin, à la fin de cette étape-là. Ouais. Donc, je me permets juste de te poser une question. Cette technologie, c'est un de vos associés qui l'a développé, c'est quelque chose que vous avez acheté ? C'est chez nous, c'est in-house. C'est 100% in-house, c'est no code. Ça a objectif de vraiment simplifier la vie du club au plus haut niveau possible. Okay. En fait, faire en sorte que ce soit hyper fluide. Donc vous avez développé ça en interne et exactement. Exactement. On en est propriétaire. Ok. Et ensuite, donc le club, l'annonceur, la marque explique ce qu'elle fait, incite les clubs à s'inscrire. Les clubs s'inscrivent, on détecte la bonne personne au sein du club, et notre techno toujours va nous permettre de présélectionner les clubs qui correspondent au brief de l'annonceur. Je veux des clubs répartis nationalement, X par département, j'en veux un petit peu plus dans cette région. Je veux des clubs qui sont tous à moins de 30 km de mes points de vente, qui aient une page Facebook avec un minimum de 800 likes. J'invente, mais on peut aller hyper loin dans la pondération. Et ensuite, on va présélectionner les clubs, les appeler pour connaître leur histoire. Des fois... la technologie ne nous permet pas de détecter la belle histoire. Donc le coup de fil peut permettre aussi des fois d'avoir la petite émotion qu'on n'aura pas derrière le formulaire. Et puis on va proposer les clubs à l'annonceur et l'annonceur va les sélectionner. Donc là on a passé la première étape du digital. On rentre dans le deuxième média qui est le média dans la vraie vie. In real life comme on dit dans les slides de présentation. Où en fait nous on va gérer toute la partie... usine à gaz dont je te parlais, c'est-à-dire que pareil, on rentre dans un funnel technologique pour le club, où le club va pouvoir choisir l'intégralité de ses tenues, les couleurs, les numéros dans le dos, les tailles, etc. Dans le cas où c'est du sublimé, donc le sublimé c'est venir imprimer directement sur les maillots, comme on le fait par exemple avec Groupama qui sponsorise 130 clubs de cyclisme, on a des zones sur les maillots qui sont dédiées aux partenaires locaux. Okay. Donc c'est dès cette étape-là qu'ils vont pouvoir ajouter. Quand c'est du flocage, on envoie les maillots et puis ils peuvent eux floquer par-dessus ce qu'ils veulent. Mais dans le cadre de la sublimation, effectivement, on fait ça. Donc nous, on va gérer tout ça. On va gérer toute la logistique et on va envoyer aux clubs leurs équipements. Parfois, on va l'envoyer directement, pas directement au club, on va l'envoyer au point de vente. Je pense à Land Rover, ils ont 75 points de vente en France, 75 clubs qui sont autour. On envoie chez Land Rover pour qu'ensuite ils créent un lien. Groupama, c'est la même chose. On envoie dans les agences et puis les agences créent du lien
pour donner les maillots, créer un petit post Facebook, Instagram, etc. Et puis, donc la médiatisation arrive à ce moment-là, c'est que les clubs portent en compétition, en match, leurs équipements, et donc sont visibles par les arbitres, les adversaires, le public, etc. Et on arrive donc sur le troisième média, qui est le social media, et où là, les clubs sont incités à poster du contenu sur les réseaux sociaux, et pour ça, alors déjà, ils sont dans l'obligation contractuelle d'en poster 3 minimum, la présentation des maillots, une belle photo de match et une belle photo d'entraînement, mais ils peuvent aussi être incités d'une autre manière, c'est-à-dire que nous, on va créer des activations avec les marques, où on va dire aux marques, offrez des survêtements à tous les joueurs qui auront posté la plus belle photo. Offrez un match d'un de vos partenaires Club Pro aux joueurs. Des choses comme ça. Donc voilà, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de progressivement faire monter en compétence. Donc les 3 gros médias, le digital, la vraie vie avec les maillots qui sont portés, et le social media, où on va inciter les clubs à poster du contenu sur leur communauté. Donc l'idée, c'est que, alors pour l'avoir vécu dans mon club de basket, c'est qu'effectivement la recherche de sponsors, souvent c'est quelque chose qui est bouffeur de temps. La différence effectivement avec votre solution, c'est qu'on crée ce côté émotionnel, venez nous supporter, etc. Mais le montant de la récompense, il est tellement bas par rapport à ce que tu proposes aujourd'hui que effectivement, je dirais que la solution là, elle est gagnante pour tout le monde. Enfin, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Alors bien sûr, on pourrait se dire, le sponsor, il choisit machin, mais le sponsor, il met de l'argent. Donc quelque part, le fait qu'il choisisse, je trouve ça presque normal. Il y a plein de reproches à faire dans plein de modèles. Ouais. Le reproche que j'ai déjà lu, c'est qu'effectivement, on va avoir le marketing qui va s'infiltrer un peu partout dans nos vies. Oui, je le comprends, je l'entends, mais en fait, moi, la réponse que je vais avoir à ça, c'est, puis un autre reproche qu'on peut nous faire aussi, c'est qu'on fait Land Rover, c'est des gros 4x4 qui polluent. On peut avoir plein de reproches à faire à tous les modèles, mais c'est même pas une ligne de défense, mais moi, ce que j'aime dire, c'est que le modèle qu'on a créé nous permet d'avoir la présomption de dire que c'est 50, 100, 200, 300 000 euros que l'annonceur va mettre, il va peut-être pas les mettre dans un plan télé qui va nous imposer une publicité, comme je le disais au début du podcast. Je suis d'accord avec toi. Il va créer quelque chose de vertueux où il va venir aider des associations sportives. C'est perfectible, on peut créer mieux, on peut créer toujours plus fort, mais en l'occurrence, je suis plutôt fier de ce modèle-là, j'en suis content. Donc oui, mais c'est perfectible, j'aimerais bien demain de pouvoir choisir mes sponsors et tout, même si je suis très heureux de ce que j'ai aujourd'hui. Et tout est perfectible, mais en l'occurrence, je trouve que voilà, si on permet déjà à une marque de venir investir de l'argent dans des associations réellement, parce qu'attention, ça c'était un point très important pour moi quand on a créé le truc, c'est qu'il y a plein de choses aujourd'hui. Oui, 1% est reversé aux associations pour l'environnement. Ok, mais concrètement, ça va où? Ça fait quoi? Et on sait rien de tout ça. On sait pas. Je dis pas qu'il y a de l'escroquerie. Je dis juste que moi, en tant que consommateur, moi, je suis bête et méchant. J'ai envie de savoir où ça va. Et en fait, là, l'investissement, il se fait sur des équipements qui finissent dans les clubs qui sont des lieux de vie locaux où il reste quasiment plus que ça. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime dans un club de sport amateur, c'est que j'ai fait du rugby un petit peu à Saint-Ouen. Je faisais de la publicité, je jouais avec le monsieur qui était avocat, le jeune homme qui était auditeur, celui qui était à la mairie de Saint-Ouen. Lui, il était éboueur, il y en avait un qui était chômeur, il y en avait un qui était éducateur, l'autre qui était prof. Toutes les strates sociales. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. On reste entre CSP qui nous correspond. Et on ne va pas forcément aller fréquenter d'autres gens. Dans le club de sport, on va le faire. Moi, je vais emmener mon fils jouer au sport qu'il voudra bien faire. S'il a envie de faire un sport, il fera bien ce qu'il voudra. Et je vais rencontrer des parents qui ne seront pas du tout de mon milieu social. Bien sûr. Il reste aujourd'hui que peu. En tout cas, j'en vois pas beaucoup d'autres milieu à part celui-là où on peut avoir ces valeurs-là qui sont défendues. Et je trouve qu'elles sont fondamentales et c'est pour ça que je suis très fier et très heureux de les défendre justement. Non, puis ce qu'il faut rappeler et ça va rejoindre à la fin Axe for Sport, mais quand on voit le sourire des gamins quand ils ont des nouveaux maillots, alors on est peut-être dans cette société de consommation et puis voilà, de toute façon on est dedans donc à un moment, mais rien que le fait qu'ils soient équipés, rien que le fait aussi qu'à la limite, même si on sort un peu de la société de consommation, quand tu lances un club, tu es bien obligé de leur acheter des maillots, tu n'as pas le choix. Donc si, comme tu l'as dit, cet argent, il ne sert pas à acheter des maillots, mais il sert à leur acheter des ballons, il sert à payer les cotisations, il sert à faire en sorte que le club tourne,
sans clubs locaux, il se passe quoi? Les gamins, ils font quoi s'il n'y a pas de sport? Ils traînent dans la rue, ils font quoi? Donc déjà, rien que pour ça. Et puis, pour rejoindre Hack for Sport, quand j'ai été sur le site, quand j'ai vu donc la dernière com que vous avez faite avec Big Matt, les photos des gamins. Alors, bien sûr qu'il y a un photographe qui est passé par là, mais les gamins, ils ont des beaux maillots. Enfin, franchement, on peut pas. Mais moi, j'invite qui veut à venir avec moi remettre des maillots à une équipe. Ouais. Et des gamins ou des seniors T'es le roi du monde. qui ont tous plus de 18 ans, mais ils sont comme des dingues. Mais ouais. Ils ont un maillot avec un sponsor qui pourrait passer à la télé. Il y a un côté, une projection. Il y a même des clubs qui nous disent, mais ça, on a des joueurs qui sont venus parce qu'on avait ces maillots, parce qu'ils les trouvent canons. On a des joueurs qui demandent à racheter le maillot. On a des joueurs qui nous disent, mais voilà, on se sent puissant. On arrive avec notre belle tenue, maillot, short, chaussettes, tous équipés pareil en face. Il y en a la moitié qui n'ont pas les bons shorts. Et sur le maillot, ils ont pas de sponsor ou un sponsor qui a un qui numéro fait avec un strap. Voilà. Ça arrive aussi. Non, mais il y a plein de choses. Évidemment qu'ils se sentent tout puissants, donc c'est trop bien pour eux. Et toi, ton club de basket, alors je peux pas encore dévoiler les contours du truc, mais d'ici un mois, je te donnerai le lien, il pourra s'inscrire sur une opération dans le basket amateur. Top. Et tu verras que les joueurs, ils sont comme des dingues, même s'ils sont... Et même, honnêtement, même quelle que soit leur catégorie sociale, une fois de plus, le fait d'être dans un club où tu peux jouer avec des équipements dignes des pros, c'est une dinguerie en fait. Et puis, je l'ai vécu. On a fait un moment des nouveaux jeux de maillot. Quand tu les remets, t'as ceux qui n'ont pas les nouveaux, ils disent pourquoi machin. Donc voilà, tu crées l'attention. Et il y a une opération que j'ai vue que j'ai trouvé top. Je sais plus quel est le nom du sponsor, donc je vais pas dire une bêtise, mais où il y avait l'idée que si le club était sélectionné, il pouvait avec un designer faire un maillot que personne d'autre n'aura. Et ça, je trouve qu'il y a aussi, à côté de ça, un côté, on te respecte parce que clairement, on va le faire à tes couleurs. Donc, toutes les critiques derrière avec ça, quand il y a ce genre d'opération, elles sont encore plus balayées, quoi. C'est exactement ça, donc je vais répondre, c'est Uber Eats. Okay, Uber Eats qui sont dire une bêtise, ultra présents dans le football pro. Et ils sont venus vers nous en nous disant, là, on voudrait aller dans l'amateur, mais vraiment aller sur l'aspect... culturel et montrer l'impact du club, l'héritage du club dans une ville, et donc du coup effectivement mettre en avant leur histoire sur le maillot et créer un maillot unique. Et donc le concept c'est ça, c'est qu'en fait on crée 50 maillots au design unique, donc on envoie un designer dans 50 clubs, on crée un design, on l'imprime sur des maillots, on les livre, on va faire un énorme reveal en mai. Je peux pas en dire plus, pas parce que je peux pas, mais parce que tout simplement j'ai pas toutes les infos encore. Même je crois qu'on est en train de construire le truc, mais en tout cas ça va être vraiment cool. Et ce qui est génial dans cette opération, c'est que au-delà de proposer effectivement une expérience dinguissime pour le club, parce que ça n'existe pas, hein, c'est un maillot third en fait. En réalité, ce qu'on fait, c'est un maillot mode, un maillot third qu'un club pro va faire pour faire un peu de vente à Noël. Nous, on offre cette expérience-là à un club. Oui, on en est très fiers et c'est génial. Et au-delà de ça, ça crée aussi une dimension publicitaire à Hack for Sport qui prouve qu'effectivement, oui, c'est sociétal. Oui, on veut répondre à des enjeux RSE et on gardera toujours ça en tête. Et c'est la réponse à chacun des briefs qu'on apporte. C'est toujours ça, c'est toujours à quoi est-ce que ça sert le club ? Si ça sert pas le club, on ne fait pas l'opération. C'est tout simple. Et je t'invite à chercher toutes les OP qu'on a faites. Ça répond toujours à un besoin des clubs. Et en plus de ça, ça répond aux besoins des annonceurs. Et les annonceurs, peut-être qu'au bout de 4 saisons, il commençait à y avoir un peu des opérations qui se ressemblent parce qu'on on essaie de faire en sorte de les rendre toutes uniques. Mais en tout cas, il y avait cette dimension publicitaire qui avait commencé à arriver avec Back Market, avec la Champions League, une opération 100% féminin, multisport, qui était canon en termes de wording, en termes de créa. Et puis l'opération Uber Eats qui effectivement apporte une dimension publicitaire encore plus puissante, ce qui n'enlève rien aux opérations plus classiques, puisqu'elles équipent plus, l'aspect sociétal est plus fort, puisque Unibet équipe énormément de clubs, par exemple, Big Mat équipe énormément de clubs. C'est pas pour ça que c'est moins bien, c'est juste que c'est un angle très différent. Ils sont vraiment rentrés par la porte du RSE, là où Uber Eats a voulu créer une nouvelle porte, qui est la porte un peu plus fashion,
un peu plus mode et elle fonctionne super bien. Ils ont voulu se démarquer et ça marche, et tant mieux. Ça marche très bien. On est sur des records juste dingues en termes de candidature. Après, on est en partenariat avec la FFF aussi sur cette opération, donc forcément ça aide, même si on a généré la plupart des inscriptions, c'est quand même ça apporte du crédit à l'opération, donc oui, on est sur une très très belle opération. Et actuellement, sur quel type de sport vous êtes positionné ? Aujourd'hui, on est essentiellement positionné sur tous les sports co, tout simplement par facilité, entre guillemets, puisqu'il y a des règlements qui imposent un uniforme, en tout cas une tenue de match. Donc, en fait, on a pris ce qui se faisait dans le pro et on l'a fait dans l'amateur. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très intelligent. On l'a adapté. Le cyclisme, on y est arrivé un peu, alors pas par hasard du tout, mais parce que ça a été une demande quand on a travaillé avec Groupama. Ils nous ont dit est-ce que vous pouvez faire ce que vous faites dans les sports dans le cyclisme. On a dit oui, on n'en savait rien, mais on y est allé. Ça a marché. Je considère même, maintenant, je commence à le connaître, ce sport, qu'en club, c'était un sport co en fait. Puisque quand on est en club de cyclisme, en fait, c'est un sport co. Par contre, on n'a pas encore craqué le modèle sur le sport individuel. On le trouvera peut-être un jour. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur le massif, le côté gros club, petit club. Mais en tout cas, vous avez des équipes qui sont sponsorisées. Le sport individuel, le tennis par exemple, que je prends toujours comme exemple, n'a pas d'obligation de porter une tenue de son club. Donc en fait, très difficile de maîtriser si on lui offre une tenue au joueur, est-ce qu'il va la porter ou est-ce qu'elle va rester au placard. Et ce qu'on veut éviter absolument, c'est que la tenue reste au placard. Ok. Et le modèle économique, pour vous, sans révéler les éléments et tout, mais c'est que quand le sponsor vient et qui dit je mets telle somme, vous, il y a un pourcentage qui reste dans votre poche, entre guillemets. Exactement. Alors on va révéler tous les secrets parce que j'ai passé trop d'années à avoir des dispositifs à base de 4-5 millions d'euros investis et puis il y a quand même 500 000 euros qui se sont envolés entre les intermédiaires là. Donc on a voulu vraiment créer un modèle le plus transparent possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui on communique sans problème sur ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui on va financer, enfin on va budgétiser une ligne qui s'appelle le média où on va acheter du média pour faire venir du trafic sur la plateforme, sur l'étape digitale dont je te parlais. On va facturer de la gestion de projet. C'est le temps homme passé et crois-moi, il est monumental le temps homme passé. Je veux bien y croire. Pour déployer toute l'opération. Et puis là où on va gagner de l'argent, c'est qu'on va marger sur les équipements comme un distributeur finalement le fait. On va marger sur ces équipements. Donc effectivement, on a tout intérêt à faire en sorte de soutenir le plus possible le sport amateur, puisque plus on soutiendra le sport amateur avec des équipements, plus on gagnera d'argent. Donc effectivement, oui, on gagne de l'argent là-dessus et j'ai pas de problème à le dire. Ok, mais ça me va très bien, c'est justement pour ça que je trouvais important de pouvoir en parler et de pouvoir partager là-dessus. D'un point de vue organisation, comment vous allez démarcher les entreprises? On sort un peu du sport, mais comme c'est des entreprises qui viennent dans le sport, moi ça m'intéresse vachement. C'est comment vous avez toute une équipe commerciale ou alors c'est des entreprises justement qui à la base sont présentes dans le sport et se disent tiens on arrive sur Hack4 Sport et ça nous va. J'adorerais qu'elles viennent, si elles écoutent le podcast, venez, je vous donnerai mon numéro, il n'y a pas de problème. Non. Moi, alors je fais une parenthèse, mais elles sont bienvenues sur le podcast parce que moi j'ai vraiment envie de pouvoir interviewer quelques entreprises pour les mettre en avant, pour dire merci entre guillemets d'investir dans le sport parce que sans ça, tous les sportifs que j'ai eus sur le podcast, il y en a plein, je les aurais même pas eu sur le podcast s'ils ne seraient pas sportifs de haut niveau. Donc je présenterai avec plaisir mes sponsors, nos clients qui seront très heureux de venir, je pense. Du coup, j'ai complètement oublié ta question. La question, elle était comment vous allez démarcher ces entreprises-là. Est-ce qu'il y a une idée de dire vous les démarchez sur le côté sport, vous les démarchez sur toute la panoplie de ce que vous offrez, c'est-à-dire e-sport et l'image et le RSE, etc. et le gain derrière surtout? Tout, en fait, donc non, le téléphone sonne pas forcément spontanément encore. On n'est pas une agence ultra guindée du marché. On n'est pas Buzzman où tout le monde nous veut ou des choses comme ça. Ça viendra dans les années à venir, j'espère. Non, en fait, on vient nous voir. Nous, on va démarcher les marques en leur parlant. Soit parce que ça a été le truc assez facile au départ, c'est-à-dire que je prends Unibet au début, le premier client à nous avoir fait confiance. Tout simplement, ils sont partenaires du PSG, ils sont parieurs sportifs, ça a l'air assez
logique, propose-leur quelque chose dans le football, la prise de risque est faible et c'est toujours vers ce vers quoi on se tourne en premier, je pense, comme réflexe, c'est la facilité. Et eux, ce qui leur a plu, c'est l'aspect évidemment complémentarité du sport, puisqu'il y a du sport pro et puis ça permet de faire aussi du sport amateur et les sportifs amateurs sont des parieurs. Il y a le côté RSE aussi, ils l'ont commencé en plus bien avant les polémiques et je suis plutôt content d'avoir ce sponsor là parce que dans les polémiques autour des parieurs ils s'en sortent plutôt bien parce que leur com est plus soft que les autres et à tel point qu'aujourd'hui ils n'ont plus de club pro, ils sont 100% en amateur avec nous, donc c'est une vraie strat autour de ça. Et puis après c'est du démarchage. J'ai envie de dire qu'il y a plusieurs piliers qui sont hyper importants. Le premier pilier c'est évidemment le RSE. Tout le monde peut pas faire de l'écologie ou des choses comme ça, donc le côté sport amateur, association sportive est plutôt un bel argument. Puis surtout c'est très concret, c'est très palpable, c'est vérifiable, c'est sourçable, donc on peut pas, c'est pas du sport washing quoi, c'est très concret. Je vais rappeler que, parce que pour beaucoup de gens, RSE égale écologie, et en fait non, RSE égale responsabilité sociale et environnementale, donc exactement. Dans le social, il y a le côté, voilà, on va reprendre l'exemple tout simple que vous avez mis sur Big Mat. Big Mat, ils ont décidé, pour être proches de leurs clients, de sponsoriser des clubs qui sont juste à côté de leur point de vente. Dans un rayon de 50 km voilà. Des points de vente. Côté social, je suis proche de mes... Exactement. Donc l'aspect social est hyper important, il fonctionne vraiment et il est concret, il est réel. Il y a l'aspect complémentarité avec le sport pro. Je suis Land Rover, comme je te l'ai dit, je suis partenaire de la Coupe du Monde, je suis partenaire de la Ligue et je suis partenaire en local. Il y a l'aspect aussi local. Je crée de la communication près de mes points de vente pour leur générer du trafic et de la préférence de marque. Et puis il y a un aspect qu'on n'avait pas vu, c'est l'aspect communication interne aussi, où aujourd'hui un Big Mat, notre client, c'est pas le directeur de Big Mat International avec qui on parle tous les jours. Mais notre vrai client, c'est la satisfaction des 500 points de vente partout en Europe. Qui remontent chaque saison qu'ils sont trop contents de parler avec le club d'à côté et qui du coup veulent en être et on espère faire encore une saison supplémentaire avec eux. Donc il y a cet aspect là, effectivement la communication interne est vraiment très puissante, et sans dévoiler les contours d'un projet qui est encore confidentiel et qui devrait se signer rapidement, on va lancer un dispositif dans le rugby bientôt avec une très belle enseigne et en fait on va proposer à tous les collaborateurs de l'enseigne pendant une semaine d'avoir l'exclusivité sur les candidatures. C'est-à-dire que pendant une semaine, il est d'abord ouvert que aux collaborateurs de l'enseigne. Donc je suis collaborateur. Donc le collaborateur qui a un club ou machin. Joue dans un club. Mon meilleur ami joue dans un club. Ils peuvent s'inscrire s'ils sont entre guillemets parrainés par quelqu'un de l'entreprise. Je vais être prioritaire et ensuite on ouvre au grand public. Génial. Énorme levier de communication interne qui cartonne, et tout ça englobé par un joli paquet cadeau qui est le clé en main, qui est essentiel. Une fois de plus, une direction marketing ne peut pas se permettre d'avoir ce truc hyper chronophage avec contacter tous les clubs. Il y a des marques qui le font très bien. Moi, j'ai vraiment l'habitude de dire, j'ai aucun problème à dire que des marques comme Orange, Intersport, Intermarché, K/K le font très bien. Ils n'ont pas besoin de nous. J'adorerais travailler avec eux, il n'y a pas de problème, mais ils font très bien sans nous. Puis il y a des marques qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas forcément la ressource, donc on est là pour ça. Ok. Avant de conclure, entre guillemets, d'aller sur l'avenir de la boîte, moi j'avais une question parce que tu as parlé d'Europe, en tout cas de pays à l'étranger. Comment vous avez développé l'idée de travailler avec des pays à l'étranger ? Comment ça s'est fait ? Parce que on sait que le modèle de club amateur en France est des fois un peu particulier et peut-être que dans d'autres pays il l'est aussi. Donc comment vous avez... est-ce qu'il y a des pays en particulier que vous avez visés ? Alors la première chose, c'est que pour le coup, ça c'est venu à nous. D'accord. C'est que Big Mat, c'est un client français qui a voulu étendre le modèle au niveau européen. Et du coup, aujourd'hui, l'ambition en 2023 est clairement affichée, c'est de partir à l'international. Certes, la structure du sport amateur n'est pas forcément la même, mais il y a une chose que tous les clubs de sport amateur européens vont avoir en commun, enfin deux, c'est leur maillot et la galère financière dans laquelle ils se trouvent. Parce que les associations sportives, quel que soit l'endroit dans le monde, elles sont en galère. Je pense aujourd'hui qu'on ne pourra jamais aller aux US parce que je crois que le modèle est vraiment trop différent pour qu'on puisse s'y implanter.
Mais je suis quasiment sûr que les UK, l'Amérique latine, toute l'Europe, il y a un potentiel énorme. On le voit avec Big Mat, il y a un bel engouement sur nos opérations en Italie, en Espagne, en République tchèque. Donc oui, le modèle, il est peut-être pas structuré de la même manière, mais la galère, elle est toujours la même pour tous. Donc de toute façon, ils seront tellement heureux d'avoir des sponsors et des équipements, et les sponsors sont tellement heureux de jouer sur ce levier associatif que je pense qu'il peut se passer des choses à l'international assez rapidement. Ok, donc c'est l'opportunité du client qui vous a amené à basculer vers... vers on voulait de toute façon le faire, mais c'était trop prématuré à l'époque. On l'a fait parce qu'il y avait l'opportunité, mais aujourd'hui on est suffisamment armé pour se dire que ça y est, on part à l'international. Ok, et Hack for Sport, on n'en a pas parlé, donc créé en 2019, ouais. C'est ça 2018, il est né en 2018 dans nos têtes et apporté au marché en 2019. Et combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui on est 6 salariés et 2 stagiaires. D'accord, ok, ce qui est déjà une belle structure. Hein, C'est une belle structure. Ouais, c'est une belle structure. C'est quoi l'avenir pour Hack for Sport ? Il y a des projets, il y a des choses dont tu peux parler, puisque des fois on a envie de se dire on lance pas le bébé avant d'avoir tout validé, mais est-ce qu'il y a des idées de se diversifier ? Est-ce qu'il y a des nouveaux sports ? On a un peu évoqué tout ça, mais voilà, c'est quoi l'avenir ? Les nouveaux sports, on n'a pas encore, une fois de plus, on n'a pas craqué et c'est pas la priorité d'essayer de trouver. Pour donner un ordre d'idée, là on avait envie de lancer une communication marrante, je sais même pas si on va le faire, mais c'était de dire... au lieu de présenter des vœux de bonne année, c'était plutôt de dire désolé, parce que pour l'instant, en 4 ans d'existence, on n'a soutenu que 100 000 licenciés. Et en fait, partant de ce principe-là, et quand on sait qu'il y a plus de 17 millions de sportifs licenciés en France, tous sports confondus, la marge de manœuvre, elle est monumentale. C'est-à-dire que marque, annonceur, venez, on a encore 1 million de choses à écrire ensemble. Et donc, rien que ça, déjà, il y a un vivier qui est extrême en fait, qui est énorme, et il y a plein de choses, il y a plein d'histoires à raconter, il y a plein de sports à mettre en lumière, il y a plein d'athlètes à soutenir, et puis après oui, l'étendre au niveau européen, ce serait déjà le début d'une belle histoire, et l'ambition c'est clairement ça, c'est clairement de grandir rapidement, de faire en sorte que en fait on a une phrase qui vient de mon associé, mais que je trouve plutôt hyper pertinente, c'est quand l'objectif c'est que ça devienne presque un réflexe dans la direction marketing d'une marque. Se dire, faut que je fasse du sport amateur. Ou à minima, toute marque qui s'investirait dans le sport d'une quelconque manière se dirait, faut que je rende l'appareil au milieu associatif. Et en plus de ça, je vais en tirer tous les bénéfices, entre guillemets, publicitaires. Donc en fait, finalement, c'est que du bonheur. Ah, c'est pas... Et en plus, je pense qu'il y a certains qui ont ce réflexe, mais qui se disent c'est compliqué, donc ils le font pas. Exactement. Et c'est là où vous êtes la solution. C'est marrant, c'est quand je suis allé voir Land Rover pour la première fois, je les connaissais de mon expérience chez Deezer, et ils m'ont vraiment répondu mot pour mot, ça fait des années qu'on veut le faire. Donc en fait, je prends, et on va vous le faire. Et en fait, je pense qu'on a mis le doigt sur un truc effectivement qui était trop chiant à faire. Ouais. Si on ne connaît pas le sport amateur, si on n'a pas la bonne technologie pour le mettre en place. Ou tu as un autre truc, c'est faire le choix. C'est-à-dire que s'il y a une concession qu'il fait à tel endroit pour tel club, et pourquoi tel club, et pourquoi pas le club du fils de match. Voilà, enfin, il y a tout ça qui fait que, et effectivement, vous répondez à cette solution. Mais surtout, on n'a rien inventé. Il faut garder ça en tête, il faut garder cette humilité en tête. On n'a strictement rien inventé, on a centralisé quelque chose. Le sponsoring, il existe depuis des siècles. Oui, bien sûr. Peut-être pas des siècles, mais depuis longtemps. Au moins un siècle, en tout cas. Ouais, mais des siècles, c'est une expression. Donc ça passe. Mais il existe au moins depuis un siècle, et des logos sur des maillots, on n'a rien inventé du tout. Ouais, c'est clair. La seule chose qu'on a inventée, c'est une technologie permettant de créer la conversation entre une marque nationale, internationale et des clubs en local. C'est la seule chose qu'on a faite, mais bien faite, elle permet de faire gagner du temps à beaucoup de monde et de créer des belles histoires. Ok. Top. Écoute, on arrive au bout de ce podcast et de l'engagement qu'on avait pris en termes de timing. Comme c'est ton podcast, t'es invité, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire et dont on n'a pas parlé ? Non, alors, rien de spécifique, simplement espérer que le sport amateur tienne le coup le plus longtemps possible, que ce soit que ça continue à être une belle fête. Et non, mais si je devais être un petit peu chauvin, je dirais que moi je suis un fervent supporter de l'Olympique de Marseille, abonné au Vélodrome, mais aussi plutôt gros kiff rugby, et on a un bel événement qui arrive en septembre.
Et que ce soit clair. une belle fête, et si on pouvait soulever un trophée, ce serait quand même exceptionnel pour une équipe de France qui en a besoin. On est d'accord. Je vais préciser, c'est la Coupe du Monde, hein, pour ceux qui suivent. C'est jamais qu'ils sont venus écouter Tout un sport en se disant qu'ils t'avaient croisé dans la rue ou autre. Ils disaient, tiens, ce jeune homme, j'aime bien. Hop, voilà, c'est la Coupe du Monde. Du Mais monde de effectivement. rugby en septembre en France, C'est clair. avec une équipe qui est sur des bons rails. Ouais. Une fédé où la tête vacille un petit peu, mais ils vont régler leurs problèmes. Toutes Ouais. les fédés ont la tête qui C'est vacille ça. en ce moment. Ouais, c'est clair. Là, au moment où on enregistre, il y a une autre fédé qui a la tête qui vacille. Mais c'est clair qu'on n'a jamais, je pense, en rugby, été aussi bien armé que cette année. Après, ça ne veut pas dire qu'on la gagnera, mais franchement... on connaît des équipes bien armées qui sont arrivées à la Coupe du Monde et qui se sont foirées. Hein, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir un petit peu d'espoir de se dire... Pourquoi pas. Exactement. Ok, donc tu as raison d'avoir été chauvin. Guillaume, écoute, merci beaucoup. Vraiment, ça a été un plaisir de partager avec toi. Le fait de, en plus, parler du sport amateur dans le podcast et la manière dont on peut mettre en avant le sport amateur en presque le professionnalisant, hein, parce que comme tu l'as dit, les maillots qu'ils ont et tout, ça fait beau gosse, quoi. Voilà, on peut le dire. Hein, quand les gamins, ils ont leur maillot comme ça et tout, vraiment, on peut dire, waouh, attends, les classes, quoi. On les voit arriver, on a presque une victoire psychologique quand on arrive à l'échauffement. Bon, après, si t'es nul sur le terrain, t'es nul sur le terrain. Après, faut quand même, si tu mets moi le plus beau des maillots, j'arriverai pas à en planter un quand même. Hein. Mais voilà, faut dire ce qui est. Donc, merci vraiment d'avoir répondu à mon invitation. Merci d'être venu jusqu'à Paris, rien que pour moi. Non, je plaisante encore une fois. Mais voilà, bonne continuation à Hack for Sport et hâte de pouvoir aller mettre le nom du club de basket de mes garçons sur la liste. Eh bien, merci à toi et n'hésite surtout pas, je t'enverrai le lien quand l'opération sera live, tu peux inscrire ton club de basket avec plaisir. Top, merci, au plaisir. Et voilà, c'est le coup de sifflet final, fin de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou mettez 5 étoiles sur Spotify, ça aide à faire connaître le podcast. Vous aimez les podcasts ? Découvrez Allez Vas-y, notre podcast qui met en avant les personnes qui passent à l'action. Et n'oubliez pas, allez jeter un œil sur notre nouveau projet, Votre histoire est un cadeau, sur Instagram ou Facebook. Je vous donne rendez-vous vendredi matin pour un prochain épisode de Tout un sport et à très vite sur nos réseaux sociaux.